Bonjour, c'est désormais une habitude. Alma Consulting Group vous propose régulièrement d'assister à des séminaires en ligne, les fameux webinaires d'Alma, sur différents sujets liés au financement de la recherche et de l'innovation. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le crédit d'impôt recherche et tout particulièrement les points de vigilance pour une déclaration sécurisée. Alors on va accueillir nos deux intervenants aujourd'hui, Aurélie Robert. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et Émeric Avizou. Bonjour Émeric. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts en fiscalité de l'innovation chez Alma Consulting Group. Alors, plusieurs dispositifs vous permettent de financer vos travaux de recherche et d'innovation. Parmi eux, bien évidemment, le crédit d'impôt recherche, une source de financement incontournable pour les entreprises. Et pour cela, Alma Consulting Group apporte son expertise et vous aide dans cette démarche de sécurisation de votre CIR. Alors, on peut illustrer cela par quelques chiffres. Chaque année, Alma accompagne ses clients dans plus de 2500 déclarations de CIR, ce qui correspond à plus de 13 000 projets documentés et argumentés. Et ceci représente 650 millions d'euros de CIR obtenus par les clients d'Alma CG. Or, le crédit d'impôt recherche évolue dans un contexte fiscal de plus en plus tendu. On peut évoquer par exemple le nombre de contrôles du crédit d'impôt recherche qui a été multiplié par 1,5 depuis 2008. Il est donc impératif de maîtriser les règles afférentes au dispositif du crédit d'impôt recherche. Grâce à l'expérience acquise par Alma, qui accompagne ses clients depuis la mise en place de ce dispositif, eh bien, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter des précisions sur les points de vigilance à identifier. La finalité de cela, c'est de sécuriser la déclaration de crédit d'impôt recherche et ainsi anticiper la constitution de ces dossiers de crédit d'impôt recherche. Un webinaire qui se veut interactif. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation. Pour cela, vous utilisez la petite fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Vous posez vos questions, nous allons les réceptionner et nous pourrons y répondre tout au long de ce séminaire. J'insiste peut-être sur le fait que n'hésitez pas à envoyer les questions, n'attendez pas à la fin, envoyez-les au cours de route et on y répondra au cours de ce webinaire. On démarre, Aurélie, avec vous sur le sommaire de ce webinaire. Alors, le sommaire de ce webinaire, donc, en introduction, on verra rapidement quelles sont les difficultés aujourd'hui inhérentes au contrôle du crédit d'impôt recherche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le contrôle du crédit d'impôt recherche nécessite d'avoir en tête les points de vigilance sur nos dossiers CIR. Donc, on abordera ensuite les différents points de vigilance à avoir en tête. Dans un premier temps, sur la justification scientifique du crédit d'impôt recherche et donc la constitution des dossiers techniques. Puis sur la partie calcul du crédit d'impôt recherche, et enfin sur un petit focus sur les cas de demande de restitution du CIR. Puis il y aura une petite conclusion, et enfin vous pourrez nous poser vos questions et on y répondra. Donc sur les difficultés inhérentes au contrôle du CIR, un petit rappel, la nature technique du CIR fait que le contrôle est un petit peu particulier, puisqu'il peut être mené et par l'administration fiscale, et par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'administration fiscale a la compétence exclusive pour rectifier. Par contre, le fait que le ministère de la Recherche puisse intervenir nécessite de prendre en compte dans la constitution des justificatifs le fait que les dossiers puissent être analysés soit par un inspecteur des finances publiques qui n'a pas forcément les compétences techniques, soit par un expert scientifique, académique du domaine. Sur les typologies de contrôle, vous pouvez donc avoir une vérification de comptabilité classique ou un contrôle qui est à l'initiative directement du ministère de la Recherche. Et vous pouvez avoir aussi des contrôles type demande d'informations complémentaires ou contrôle sur pièce, qu'on rencontre notamment dans le cadre des restitutions de la créance de crédit d'impôt recherche. Il faut donc porter une attention particulière aux sociétés qui sont déficitaires, mais sur ce point, on fera un petit rappel tout à l'heure. Le premier point de vigilance que nous allons évoquer concerne donc la partie la plus importante d'une déclaration d'un CIR. Il s'agit donc de la justification scientifique des projets qui ont été retenus pour calculer l'assiette du crédit d'impôt recherche. Effectivement, comme on vient de le voir, le CIR étant un dispositif déclaratif, il est soumis à contrôle, et notamment un contrôle qui peut s'effectuer, qui n'est pas une obligation, mais qui peut s'effectuer par un expert scientifique. Donc la société qui a déclaré un CIR doit être en mesure de prouver la correspondance des projets retenus avec les exigences du texte de loi en matière de recherche et développement. Pour cela, il est nécessaire d'avoir à disposition un justificatif technique spécifique
Et il est nécessaire également de suivre une trame imposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va mandater des experts de ces universités pour réaliser cette expertise. Basiquement, ce que recherche un expert, c'est 3 points principaux de justification, qui sont un état de l'art qui marque des lacunes sur des technologies ou des sciences existantes, des incertitudes scientifiques et techniques qui résultent de ces lacunes de l'état de l'art, et des travaux réalisés qui vont viser à essayer de lever ces incertitudes et donc de combler les lacunes de l'état de l'art. Tout ceci, bien évidemment, en lien avec un objectif fixé par la société dans le cadre d'un projet. Pour marquer ces éléments-là, il faut bien évidemment donc rédiger un dossier technique justificatif par projet, par thématique de R&D éventuellement ou par problématique scientifique, de manière à pouvoir démontrer à un expert le bien fondé de la déclaration. Cette rédaction de dossier est un peu complexe et elle nécessite de faire attention à certains écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc les principaux défauts que l'on rencontre généralement dans une justification technique d'un CIR peuvent être dans un premier temps sur la description des avancées scientifiques ou techniques qui n'ont pas été identifiées. Une confusion est souvent faite entre l'objectif fonctionnel du projet et l'objectif technique ou scientifique qui est visé par ce projet. Deuxièmement, une décomposition insuffisante du projet en partie commerciale, en sous-partie de R&D éligible au crédit d'impôt recherche. Donc un phasage dans un cadre d'un projet complexe peut facilement être mal identifié. Donc il est nécessaire, pour éviter ces écueils, de bien se reporter à la science sous-jacente à votre projet ou la technologie sous-jacente à votre projet pour bien identifier l'avancée scientifique ou technologique que vous cherchez à atteindre. Et il est évidemment important de bien décomposer tout son projet pour montrer les phases éligibles au CIR, donc les phases de recherche qui visent à atteindre ces objectifs scientifiques et techniques. Dans la seconde partie, il y a l'état de l'art. L'état de l'art d'un projet est souvent mal formalisé dans la mesure où, dans le cadre d'un projet industriel, on limite son état de l'art assez souvent, puisque un industriel n'a pas le temps de réaliser un état de l'art académique, mais on limite souvent son état de l'art à un état de l'art, à un benchmark de la concurrence sur les techniques que l'on souhaite développer. Pour autant, ce benchmark n'est pas forcément suffisant dans tous les cas. Il va être nécessaire d'approfondir cet état de l'art pour essayer de bien montrer que, au-delà du benchmark sur les produits concurrents existants, l'ensemble des technologies qui peuvent être appliquées dans le domaine considéré ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés. Donc il y a bien une lacune technique ou scientifique. Cette lacune doit être prouvée, et pour prouver cette lacune, il est nécessaire d'insérer des références bibliographiques dans un état de l'art. Souvent, les références ne sont pas présentes, ou quand elles sont présentes, elles sont juste listées sous forme d'un inventaire à la Prévert, sans avoir d'explication de ces références. Donc les références doivent être non seulement présentes, mais également elles doivent être commentées dans le corps de texte de l'état de l'art pour démontrer l'existence d'une lacune, qu'elle soit technique, technologique ou scientifique. Sur les incertitudes scientifiques, donc c'est un point clé, effectivement, donc je n'ai pas dit pour l'état de l'art, mais effectivement une absence d'état de l'art est rédhibitoire, le projet sera systématiquement rejeté par un expert scientifique, même voire par un contrôleur qui verra qu'il n'y a pas d'état de l'art, pas de référence bibliographique, donc il pourra rejeter le projet. De même pour les incertitudes scientifiques ou technologiques, une absence de verrou technique en lien avec l'état de l'art est rédhibitoire sur le rejet du projet dans le cadre d'un contrôle. Souvent, ces incertitudes sont décrites sous forme d'incertitudes fonctionnelles. On parle de projets visant à développer une pièce tournante en mécanique qui tourne plus vite que les pièces existantes. Okay. Certes, c'est l'objectif que vous cherchez à atteindre. En revanche, il va falloir creuser la question pour essayer de montrer l'incertitude scientifique ou technologique sous-jacente qui fait que ces vitesses de rotation n'ont pas pu être atteintes jusqu'à aujourd'hui ou que l'objectif fixé n'a pas pu être atteint par les techniques existantes aujourd'hui. Donc il faut bien se reporter par la fameuse règle des 5 pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre tel objectif, pourquoi les techniques existantes ne permettent pas d'y atteindre, et au final, on arrivera à déceler une incertitude scientifique ou technologique. Si elle n'est pas présente, c'est que le projet n'est pas forcément éligible. La description des contraintes spécifiques liées au contexte de l'entreprise sont importantes, mais ne sont pas suffisantes. Pas parce que vous êtes contraint par une norme existante ou une norme extrêmement restrictive ou des contraintes extrêmement strictes dans votre métier que les travaux que vous avez réalisés sont de la recherche, relèvent de la recherche et développement. Ils peuvent simplement relever de l'ingénierie complexe. Il va toujours falloir aller chercher l'incertitude scientifique et technologique qui montre qu'on n'arrive pas, avec les techniques existantes,
à respecter ces contraintes. Dans la troisième partie se trouve donc la description des travaux qui, bien souvent, décrit mal la nature expérimentale du projet. La description des travaux ne doit pas se limiter à une description de gestion de projet ou gestion budgétaire du projet au détriment du contenu technique et scientifique du projet. Il faut vraiment rentrer dans le détail scientifique et technique des travaux réalisés. De plus, il ne faut pas limiter la description des travaux aux résultats obtenus. On rappelle que le crédit d'impôt recherche impose une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Donc, ce qui va être important, c'est la démarche expérimentale et scientifique qui a permis d'arriver ou de ne pas arriver à un résultat probant. Et c'est cette démarche qui va vous permettre de montrer que vous avez tenté de lever une incertitude scientifique par des travaux expérimentaux. Finalement, il ne faut pas oublier qu'une description trop macroscopique des développements réalisés ne permettra pas à un expert scientifique de valider le fait que vous avez bien essayé de lever une incertitude scientifique décrite précédemment. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans des détails techniques avec un jargon technique lié au métier ou lié à la science concernée par le projet, de manière à ce qu'un expert puisse se rendre compte de l'avancée concrète de vos développements. On fait un petit focus rapide sur les projets informatiques pour signifier que, effectivement, ces projets, en cas de valorisation dans le cadre du CIR, doivent bien suivre les trames que nous venons de présenter et doivent éviter les écueils que nous venons de présenter. En revanche, il est à noter que l'administration fiscale a la faculté de se faire assister par des agents spéciaux de la BVCI, donc la Brigade de vérification des comptabilités informatiques, qui sont des informaticiens parfaitement compétents pour analyser l'éligibilité des projets informatiques au titre du CIR. Souvent, ils effectuent également des analyses d'éligibilité sur d'autres types de projets qui ne sont pas forcément des projets informatiques. Pour autant, il faut engager le dialogue avec ces personnes-là et surtout bien répondre à leurs questions pour essayer de leur démontrer le bien fondé de votre déclaration en montrant l'existence d'un état de l'art et des lacunes, d'incertitudes scientifiques ou techniques sur les projets informatiques et les travaux que vous avez réalisés sont bien des travaux expérimentaux qui visent à lever ces incertitudes. Au-delà de la description de ce dossier technique type, qui est important et indispensable dans le cas de justification d'un CIR, il est nécessaire pour la société de prévoir de mettre à disposition d'un vérificateur éventuel un ensemble de documents techniques internes qui peuvent être des rapports d'essai, des rapports de test, des cahiers des charges, des comptes rendus de réunion, tout type de documents qui vont apporter quoi? Qui vont apporter la preuve concrète que les travaux décrits dans les synthèses ont bien été réalisés par la société. Donc cette preuve est nécessaire dans la mesure où un expert va vous dire oui, le dossier technique est important, mais c'est un document créé ad hoc pour le crédit d'impôt recherche. Il me permet de valider l'éligibilité. En revanche, je veux m'assurer du fait que les travaux que vous avez décrits dans ce dossier sont bien cohérents avec la réalité des opérations que vous avez menées dans l'entreprise. Donc tout type de documents internes ou de preuves internes qui pourront attester la réalité des travaux décrits doivent être collectés et pas forcément annexés au dossier dans un premier temps, mais disponibles en cas de demande d'un vérificateur ou d'un expert scientifique. Ces documents doivent permettre également de montrer l'implication des salariés de l'entreprise dans les projets. On parle notamment de fiches de pointage détaillées avec des phases de projet éventuellement, même si elles ne sont pas obligatoires. En revanche, ces documents peuvent également être très importants pour valider l'implication des sous-traitants que vous avez retenus dans le cadre des organismes agréés au titre du CIR, pour montrer qu'ils ont bien réalisé des opérations de R&D éligibles et que les factures que vous avez retenues sont en lien avec ces opérations. Donc il faut démontrer, à l'aide de documents formels, de preuves formelles, que les éléments décrits dans le dossier technique sont bien réels. Finalement, dans le cadre de la présentation de ces dossiers scientifiques, il est nécessaire de ne pas oublier de bien présenter tous les indicateurs R&D qui sont disponibles dans la société. Que ce soit des publications dans des revues scientifiques ou techniques ou des revues métiers également, quand on est sur des choses un peu plus spécifiques, il faut bien le montrer pour mettre en avant le fait que la société communique en dehors de son microcosme personnel sur les résultats de ces avancées. Et ces documents sont généralement formalisés pour montrer une avancée scientifique et technique. En cas de subvention de R&D perçue par la société, il est bien évidemment important de présenter l'existence de ces subventions, notamment quand elles sont de type subvention européenne, ANR, ou des subventions d'aide à l'innovation et à la recherche données par la BPI.
Le dépôt de brevets, tous les brevets qui ont été déposés sont aussi importants comme indicateurs de R&D. Ils ne sont pas des preuves formelles de l'existence d'une R&D, en revanche, ils sont des indicateurs de la potentielle présence d'activités de R&D. Ainsi que tous les prix ou récompenses dans le domaine de la R&D et de l'innovation qui ont été obtenus par la société pour bien montrer que, au-delà de votre travail, la communauté scientifique de votre domaine reconnaît l'innovation et l'avancée R&D que vous avez pu mener, tout en distinguant bien évidemment, la partie R&D de la partie innovation. Merci Émeric. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Et c'est déjà le cas parce qu'on a une question qui a un lien direct avec ce qui vient d'être dit, une question que vous aurez il y a 2 minutes, je ne vous cache rien. Au moment de la déclaration, est-il nécessaire de déposer un résumé des projets, nous demandons? Alors, actuellement, il est nécessaire de déposer un résumé des projets au moment de la déclaration dans 2 cas particuliers, qui sont le cas des sociétés nouvellement créées, donc les sociétés de moins de 2 ans, et dans le cas des sociétés qui ont déclaré des dépenses au-delà de 100 millions d'euros d'assiette. Voilà. Les autres sociétés n'ont pas l'obligation de déposer avec leur feuillet déclaratif 2069A, n'ont pas l'obligation de déposer un justificatif déjà en résumé des projets retenus. En revanche, il est fortement conseillé de très rapidement après la déclaration d'avoir déjà en main tous les éléments permettant de constituer rapidement ce dossier. Si ce n'est d'avoir le dossier déjà constitué effectivement. En cas de contrôle fiscal, notamment pour les sociétés qui font une demande de restitution, mais on le verra par la suite, de restitution immédiate du CIR, donc toutes les PME au sens communautaire qui ne payeraient pas d'IS, il est important de disposer de ces preuves pour pouvoir les fournir assez rapidement. Alors justement, il y a des questions liées à la justification scientifique et le contrôle fiscal. Nous avions rédigé un dossier technique lors de notre déclaration initiale et en cas de contrôle fiscal, est-ce qu'il est possible de reformater ce dossier pour essayer de répondre à une nouvelle grille de lecture, par exemple, du vérificateur? Oui, parfaitement. En fait, ce n'est pas une obligation. L'administration fiscale n'a pas obligation de recommuniquer un nouveau dossier à un expert. En revanche, si le vérificateur vous demande un dossier, vous pouvez tout à fait dire demander un délai pour reformater votre dossier en prétextant que le format et les trames ont changé. Si un expert a déjà analysé votre dossier mais qu'il a des questions complémentaires, vous pouvez demander au vérificateur de transmettre à cet expert des compléments d'information que vous auriez formulés. Cependant, il n'a pas obligation de le faire. Un expert n'a pas obligation de redemander des éléments complémentaires. Pour autant, dans un débat ouvert et engagé avec l'administration, dans la grande majorité des cas, le vérificateur accepte de transmettre des éléments et l'expert du ministère accepte d'analyser ces nouveaux éléments. Très bien, je précise plutôt que le prochain webinaire organisé par Alma Consulting Group, c'est le 12 mars prochain, c'est sur le contrôle fiscal. Inscrivez-vous dès maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est un sujet qui fera l'objet du prochain webinaire. Les questions sont en train de nous parvenir, on va les réceptionner, on y répondra un petit peu plus tard. On va continuer, Aurélie, avec un autre point de vigilance, cette fois c'est le calcul du crédit d'impôt recherche. Tout à fait. Donc, sur le calcul du crédit d'impôt recherche, de la même façon sur la partie justification, il faut aussi forcément avoir en tête quelques points de vigilance. Le poste de dépenses principales, c'est bien sûr les dépenses de personnel, puisque c'est la majorité, on va dire, des dépenses qui sont déclarées aujourd'hui par les entreprises. Sur ce poste de dépenses de personnel, il y a plusieurs points à avoir en tête. Le premier, c'est la qualification des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un dossier soit complet, et notamment lorsqu'il part en expertise auprès du ministère de la Recherche, on constate qu'il faut que les diplômes et les CV soient annexés au dossier technique. Aujourd'hui, dans le cadre où on n'a pas présenté ces documents, le dossier peut être bloqué et ne pas être transmis en attente de complément à l'expert. Au-delà de ce point un petit peu qui est uniquement, je dirais, du formalisme, il faut être en mesure de pouvoir démontrer l'implication du personnel au sein des projets de R&D et également pouvoir justifier les compétences techniques. Pour ça, sur des fonctions un petit peu transverses comme par exemple des technico-commerciaux ou des fonctions un petit peu marketing qui seraient intervenues ponctuellement sur les projets mais qui ne justifient pas d'un background technique ou d'une formation d'ingénieur scientifique, il faut être en mesure de pouvoir apporter des éléments pour prouver leur implication. Ça peut passer par exemple, des fiches de poste, des contrats de travail qui montrent que voilà, le responsable, par exemple, commercial ou marketing en question, il a intervenu ponctuellement sur le projet,
bien sûr, il faut faire attention dans ces cas-là à ce que ces personnes ne soient pas impliquées à des taux trop importants. Du coup, ça m'amène au second point qui est le suivi des temps passés. En effet, c'est aujourd'hui une demande récurrente, plutôt cette fois-ci de l'administration fiscale, puisqu'aujourd'hui, elle a besoin de vérifier que le temps qu'on a valorisé dans le cadre du crédit d'impôt recherche est justifié et est cohérent avec la réalité. Donc pour ça, il faut faire extrêmement attention puisque la prise en compte déjà d'une part forfaitaire n'est pas admise et en cas d'absence de pointage, il est très important de pouvoir apporter des éléments qui attesteront de la réalité des temps que vous avez retenus. Donc des fois, ça peut passer par la constitution de fiches de temps ou alors ça peut passer par des documents autres qui attesteront que telle personne a passé environ tant d'heures à faire de la R&D sur une année. Un petit focus sur la valorisation à 100%, parce qu'on constate aujourd'hui que c'est un élément qui attire quand même l'œil des vérificateurs. Et dans ce cadre-là, il faut aussi également faire attention au type de personnes pour qui on utilise ces taux-là. C'est-à-dire que dans le cas de fonctions très techniques, très R&D, comme des ingénieurs R&D, des doctorants, ce taux-là peut être facilement justifié. Néanmoins, on peut toujours penser qu'il y a une part un peu de formation ou de tâches administratives qui ne sont pas censées être valorisées. Donc même pour ces fonctions, déjà, il faut faire attention. Et sur toute autre fonction qui ne serait pas dédiée à la R&D, le taux de 100% doit être documenté et justifié parce qu'il peut être soumis à des questions d'administration. Le dernier point d'attention, c'est les charges patronales et les accessoires à la rémunération de manière plus générale. Aujourd'hui, on constate que c'est un sujet récurrent. Dans la majorité des contrôles, l'administration nous pose des questions sur les détails des cotisations qui ont été retenues pour le calcul des frais de personnel. Il est très important de pouvoir transmettre le détail des dépenses des cotisations qui ont été retenues et également pouvoir éventuellement retraiter certaines composantes dans le calcul si cela nous est demandé. Donc pour vous montrer que c'est un sujet vraiment d'actualité, je peux vous citer quelques décisions récentes. On a notamment la décision du Conseil d'État du 12 mars 2014 qui concerne l'intéressement et la participation. Donc ces deux composantes ont été reconnues comme éligibles par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, on constate quand même que c'est beaucoup moins un sujet de discussion avec l'administration. Néanmoins, par exemple, sur tout ce qui est mutuel, notamment dans le cas où elles sont instaurées par un accord d'entreprise et donc considérées comme non obligatoires par l'administration. Là, on a une décision du tribunal administratif de Paris. Elle est plutôt favorable aux contribuables. Néanmoins, cette décision a fait l'objet d'un appel par l'administration et du coup, on verra quelle est la décision de la Cour d'appel. Troisième point un peu d'actualité, c'est le projet d'instruction dont nous attendions la parution sur l'éligibilité des charges patronales. Donc, nous en avons pris connaissance il y a 2 semaines de ce projet. Donc, c'est toujours un projet pour le moment. Il n'a pas été intégré au GOFIP. Néanmoins, il nous apporte des éléments sur quelles seraient les composantes que l'administration considérait comme éligibles et non éligibles au titre du CIR. Autre point d'attention dans les dépenses, ce sont les dépenses de veille technologique. Alors pourquoi? Dans les dépenses de veille technologique, vous pouvez avoir plusieurs composantes. Vous pouvez avoir tout ce qui est abonnement à des bases de données, des revues scientifiques techniques et tout ce qui est participation à des congrès. Donc ces deux postes-là, je dirais, ne posent pas de problème. Par contre, on constate qu'aujourd'hui, la valorisation de frais de personnel, quand il ne s'agit pas de participation à des congrès, sont assez régulièrement remises en cause par l'administration. Notamment quand il s'agit d'études de documents dans les locaux de l'entreprise, même si on sait que c'est un processus obligatoire derrière pour engager des projets de R&D, on constate aujourd'hui que l'absence de justificatif souvent sur ce type de dépenses est assez problématique. Donc, soit vous avez des temps de veille technologique qui sont clairement suivis et clairement aussi justifiables, et dans ce cas, ça peut se tenter, mais si par contre c'est des frais personnels qui ne sont pas spécifiquement suivis et qui sont transverses à plusieurs projets, on constate qu'aujourd'hui c'est assez difficile à valider en cas de contrôle. Point suivant, les dépenses de sous-traitance, c'est aussi ça représente souvent de gros enjeux. Même s'il s'agit de dépenses externalisées, il faut savoir qu'il est nécessaire de montrer qu'il s'agit d'opérations éligibles en elles-mêmes. Alors, éligible, quand on dit éligible, c'est assez large, c'est-à-dire soit c'est une opération de R&D en elle-même, c'est-à-dire qu'elle correspond aux 3 définitions de la recherche éligible, soit
ce sont des dépenses, c'est-à-dire nécessaires au projet de R&D, donc qui pris isolément ne seraient pas éligibles, mais qui là, revenus dans le cadre d'un projet plus global, sont indispensables pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions. Néanmoins, il faut être capable de montrer ça, de prouver que c'est une opération de R&D, une opération technique qui a été menée dans le cadre d'un projet ou qui en elle-même est éligible. Donc pour ça, il faut être capable d'avoir à disposition des contrats, des cahiers des charges, des comptes rendus qui attestent de la réalité déjà des opérations et qui attestent également de l'éligibilité de ces opérations. Un petit point supplémentaire, suite à la modification doctrinale du 4 avril 2014, il faut faire particulièrement attention, puisqu'aujourd'hui, une société n'est plus forcément, quand vous travaillez avec des sous-traitants, un sous-traitant n'est plus forcément agréé pour une année entière. Il est possible qu'un sous-traitant ait demandé à sortir de l'agrément en cours d'année, par exemple 2014 ici. Et du coup, il est important de vérifier dans la base du ministère de la Recherche, notamment, quelle est la sortie d'agrément de votre sous-traitant. C'est-à-dire que s'il a eu une facture dans le cadre d'un de vos projets éligibles, mais postérieure à sa date de sortie d'agrément, c'est un risque de remise en cause en cas de contrôle par l'administration fiscale. Dernier point, la déduction des subventions. Aujourd'hui, les subventions, de la même façon que pour les sous-traitants, ont fait l'objet d'une modification, enfin d'une modification oui, dans le BOFIP au 4 avril 2014. Aujourd'hui, l'administration nous demande de déduire les subventions en fonction de l'engagement des travaux qui sont subventionnés et plus en fonction de l'année de versement. Du coup, il faut faire extrêmement attention à ce suivi et notamment être attentif aux périodes de transition que vous allez vous retrouver avec un CIR 2013 avec l'ancienne méthodologie et un CIR 2014 avec peut-être une nouvelle méthodologie appliquée sur certaines subventions. Donc il faut être particulièrement attentif à ce point parce qu'on imagine que dans les contrôles à venir, ce point va probablement faire l'objet de questions de l'administration. Merci. Alors les internautes sont très réactifs. On a des questions qu'on est en train de récupérer sur ce qui vient d'être dit au niveau des dépenses de personnel. Donc je vous propose de les regrouper. On y reviendra dans quelques minutes. Peut-être un retour sur ce fameux projet d'instruction tout récent sur l'éligibilité des charges patronales. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, notamment sur les charges qui sont clairement identifiées dans ce projet? Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Oui, alors c'est une très bonne question sur ce projet d'instruction. En fait, bon, on peut regretter un peu que l'inventaire ne soit pas exhaustif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liste de composantes qui est indiquée. On constate que globalement, c'est quand même un projet d'instruction qui sera en accord avec la jurisprudence actuelle. Notamment parce que tout ce qui est cotisation sociale, maladie, maternité, vieillesse, accident du travail, assurance chômage, tout ça sera reconnu comme éligible par l'administration parce que correspond à des cotisations sociales obligatoires. Par contre, tout ce qui est par exemple retraite complémentaire, régime de prévoyance, tout ça ne serait éligible que dans le cas où ça serait rendu obligatoire par une convention collective ou un accord de branche. Donc là, c'est un peu le cas de la jurisprudence du CALECTRA, du tribunal administratif dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, du coup, ça serait contraire à cette décision. Mais en même temps, la procédure contentieuse n'est pas terminée, donc on ne peut pas trop présager de la suite. Néanmoins, ce qui serait considéré comme inéligible dans cette instruction, ça serait du coup tout ce qui n'est pas rendu obligatoire par une convention collective ou un accord de branche concernant notamment, par exemple, la prévoyance, et serait également exclu les taxes assises sur les salaires. C'est pas nouveau, c'était déjà dans les instructions antérieures, mais tout ce qui est CSA, forfait social, Fonds national d'aide au logement, dotation CE, APEC, médecine du travail, CET et contribution aux allocations de pré-retraite. Voilà. Très bien. Aurélie, vous aviez la parole, vous la conservez pour la suite avec un autre point de vigilance. Cette fois, c'est la demande de restitution de crédit d'impôt recherche. Tout à fait. Donc, pourquoi c'est un point de vigilance? Parce qu'aujourd'hui, on constate que lorsqu'on demande, toute demande de restitution du CIR constitue une réclamation contentieuse. Et donc, elle est soumise à validation de l'administration fiscale. Et on constate que ce type de procédure peut être à l'origine d'une demande d'information complémentaire de l'administration fiscale. Suite à cette demande, l'administration va valider totalement, partiellement ou rejeter la réclamation. Or, la problématique, c'est que dans ce type de procédure, les recours sont limités.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une vérification de comptabilité classique, on est dans le cadre d'une procédure qui est déjà contentieuse. Et du coup, la seule possibilité souvent de recours en cas de rejet ou de rejet partiel, c'est de saisir le tribunal administratif. En conséquence, ce que nous conseillons forcément dans le cadre des demandes de restitution. Et quand je parle de demandes de restitution, c'est très large. C'est-à-dire que ça va concerner les demandes de restitution de CIR pour les PME déficitaires, mais également les demandes de restitution de créances qui n'ont pas pu être imputées au cours des 3 années qui ont suivi le dépôt de la déclaration. Donc ça peut être des sociétés qui ont des montants beaucoup plus conséquents en jeu et qui sont déficitaires pendant 4 années successives. Et maintenant, dans ces cas-là, vous êtes dans les mêmes types de procédures, c'est-à-dire que l'administration peut vous demander des éléments complémentaires. Sur cette base, valider totalement ou rejeter votre demande de restitution. Donc, dans le cadre d'une demande de restitution de la créance de CIR, il faut être extrêmement vigilant et vraiment avoir à disposition tous les éléments justificatifs nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lancez ce type de procédure, quand vous envoyez votre déclaration pour une PME en demandant leur restitution ou quand vous envoyez le formulaire 2573 pour demander la restitution d'une créance de CIR, il faut vraiment que vous soyez certain d'avoir en mesure tous les justificatifs qui vous permettront de défendre votre dossier. Merci, Émeric. Il est temps de conclure maintenant. Donc effectivement, nous venons de voir quand même beaucoup de choses sur la justification d'un crédit d'impôt recherche. Il ne faut pas oublier que si un contrôle du CIR n'est pas certain, effectivement, tous les CIR ne sont pas contrôlés systématiquement et l'administration n'a pas forcément de directive pour contrôler systématiquement tous les CIR. Il est tout de même important que ce contrôle soit quand même envisagé. Donc, il est impératif de bien documenter son CIR en amont de la déclaration si possible avec la collecte de tous les documents nécessaires et au fil de l'eau, au cours de l'engagement des travaux, de bien mettre de côté tous les documents qui permettront de justifier, que ce soit des feuilles de pointage formalisées ou moins formalisées, que ce soit des documents comme des rapports de test, rapports d'essai et tout autre type de documents qui permettraient de pouvoir, au moment de la déclaration, avoir tous les éléments pour rédiger un dossier technique et bien justifier les dépenses déclarées. Donc la qualité de cette documentation joue un rôle important dans la justification. C'est quand même une grosse partie de la défense du crédit d'impôt recherche qui fait être déclarée, qui peut être assurée grâce à la présence de cette documentation. Une présence d'une documentation étayée permettra à un vérificateur d'être dans de bonnes conditions de vérification et d'avoir un a priori positif sur la bonne foi et la bonne déclaration de l'entreprise. D'autre part, toute cette documentation permet en amont également une analyse importante du dispositif, puisque l'analyse de ces pièces permet d'identifier et de qualifier les points forts et les points faibles d'une déclaration CIR. À ce titre, donc, Alma Consulting Group a développé un outil de gestion de risque qui permet, donc, par le biais de son analyse et de son retour d'expérience sur les nombreux contrôles fiscaux que nous avons vécus sur le crédit d'impôt recherche depuis des années, nous permet à l'analyse des documents et à l'audit fait sur les projets et sur les dépenses auprès des entreprises de cartographier l'éligibilité des projets au titre du CIR, mais également de cartographier les dépenses en les positionnant en fonction de leur niveau de risque, de présenter toutes les opportunités qui s'offrent à une société sur le CIR qui a été calculé, éventuellement avec des zones qui peuvent être risquées. Je prends l'exemple d'un projet qui serait fortement éligible dans la description qu'on peut en faire, mais avec une documentation complètement absente. Ce projet pourrait être considéré comme éligible sans documentation justificative formalisée par la société, auquel cas ce projet serait en zone risquée. En revanche, une opportunité serait de pouvoir documenter la réalisation de ce projet de manière formelle pour pouvoir le ramener dans une zone non risquée. Et bien évidemment, l'établissement de cette cartographie permet d'identifier à terme des actions concrètes qui permettent de sécuriser les points faibles d'un dossier CIR pour le rendre intégralement solide et permettre à l'administration d'effectuer un contrôle de ce dossier dans les meilleures conditions avec tous les éléments à disposition. Nous vous remercions de votre attention. Merci Aurélie, merci Émeric. Alors maintenant, place aux questions. Donc je rappelle que vous pouvez utiliser la petite fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Vous posez vos questions, nous les recueillons et nous allons maintenant y répondre. Alors on a essayé de les regrouper, je dirais, par thématique. La première partie, c'était la justification scientifique du CIR. Question, est-ce que tous les éléments communiqués restent confidentiels? Alors, oui, je vous rassure tout de suite. Dans la théorie et dans la pratique aussi, puisque jusqu'à aujourd'hui on n'a rien vu de tel, l'administration fiscale, l'inspecteur des impôts est tenu au secret professionnel.
Vous ne pouvez pas lui opposer de secret industriel quelconque pour éviter de lui communiquer des documents. Ça ne marche pas. La seule chose qui pourrait lui être opposée, c'est un secret défense de niveau 2, je crois. Alors, je n'ai plus exactement les niveaux en tête, mais ce serait le seul élément pour lequel il aurait à faire appel à une personne extérieure qui serait habilitée secret défense. En revanche, pour tout le reste, il est tenu au secret professionnel. Ça fait partie de son métier. Ça relève du pénal pour lui. Donc, il n'a aucun intérêt à faire fuiter des informations. De la même manière que les experts scientifiques du ministère à qui on confie les dossiers scientifiques pour expertise doivent signer une charte en début d'expertise, marquant leur indépendance vis-à-vis de la société et marquant le fait qu'ils vont garder toutes les informations confidentielles. D'expérience jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu à nous plaindre, nos clients n'ont jamais eu à se plaindre d'ailleurs d'une diffusion quelconque de leurs informations par l'administration. Une autre question sur la partie justification technique. Est-il approprié de faire une liste dans le descriptif du travail effectué, de rapports d'essai ou d'analyse, mais sans les intégrer pour ne pas trop charger le dossier? Alors oui, parfaitement. C'est tout à fait pertinent de faire cette liste, puisque cette liste montre l'existence déjà de documents. Par contre, effectivement, les annexer au dossier, ça peut alourdir le sujet, et auquel cas on pourrait se limiter à annexer les quelques documents qui peuvent être vraiment pertinents. En revanche, si vous les avez à disposition et que vous les avez listés dans le dossier, un expert peut être amené à se dire je vais en prendre 2 au hasard pour vérifier leur existence et vérifier leur validité, et il vous les demandera, et auquel cas vous pourrez les lui communiquer au fil de l'eau. Oui, tout à fait pertinent de lister ces éléments-là et de montrer qu'ils existent. Alors, autre partie, c'était le calcul du crédit d'impôt recherche et notamment la partie dépenses de personnel. Alors là, on a plusieurs questions. Il y en a une qui est assez générale, qui est, peut-on avoir un exemple de fiche de temps? Donc, c'était la partie temps passé, justement. Oui, alors, les fiches de temps, on peut tout à fait avoir des exemples. Enfin, nous, on a des modèles types qu'on peut être amené à utiliser pour justement aider nos clients, ceux qui n'ont pas en tout cas de système de pointage à disposition. Donc on a tout à fait des modèles. Après, une fiche de temps, c'est un fichier Excel classique dans lequel on va retrouver les personnes et les projets sur lesquels elles ont travaillé avec un nombre d'heures. L'idéal, c'est d'avoir, aujourd'hui on nous demande de plus en plus d'avoir un découpage un peu plus précis, par exemple par phase de projet, pour montrer que par exemple toute la partie très amont n'a pas été retenue, ou que la type benchmark, etc., ou toute la partie pure industrialisation de la même façon n'a pas été retenue. Mais oui, nous avons, nous, des modèles chez Alma de fiches de temps que nous utilisons régulièrement. Une question sur la qualification des salariés. Enfin, plusieurs questions d'ailleurs, parce qu'apparemment c'est un point où on souhaiterait avoir un peu plus de précision. Quelle serait pour vous la limite justifiable du temps passé par un commercial sur un projet R&D? Alors, sur ce point-là, en fait, je peux difficilement faire une réponse globale parce que ça va énormément dépendre, par exemple, du type d'entreprise. C'est-à-dire que dans des structures un peu plus petites, type PME, on peut avoir des fonctions qui sont beaucoup plus transverses. Un commercial peut être amené à faire, oui, un petit peu de R&D, un petit peu de conseil technique sur certains points. Après, dans un grand groupe, par exemple, c'est beaucoup plus rare de voir un commercial qui va intervenir directement sur la R&D. Donc, ça va dépendre de la structure. Après, de la même façon, ça va dépendre aussi de peut-être son profil, de sa formation. C'est-à-dire, est-ce que ce commercial-là en question, il a une formation ou au moins une expérience technique qui le rend légitime, par exemple, à participer au projet. Dans ce cas-là, par exemple, si antérieurement, peut-être il a été un peu plus lié à la R&D ou à des aspects techniques, on peut justifier un taux qui serait un peu plus élevé. Mais dans tous les cas, un commercial, ça peut difficilement être au-delà de 10 ou 15% d'implication. Pour moi, c'est vraiment les taux maximum. Sauf, voilà, dans une très petite structure où il aura un profil anciennement très technique et qu'il serait très impliqué dans les décisions ou dans la stratégie R&D, par exemple. Ça répond à une autre question, en fait, qui était l'implication d'un responsable marketing ou administratif dans le cadre d'un projet de R&D. Voilà, oui, c'est la même chose, mais c'était plusieurs questions sur ce domaine-là. Alors, toujours sur la partie qualification des salariés, en ce qui concerne les directeurs de département R&D, devons-nous déduire une part de leur temps dédié au management de l'équipe? Alors, ça, c'est une très bonne question, puisque, en gros, la question, c'est est-ce que tout ce qui est management de l'innovation
de manière générale, management de la R&D, est-ce que c'est éligible? Donc, oui, c'est éligible, c'est-à-dire que les personnes qui vont orienter la stratégie R&D de l'entreprise, prendre les décisions, indiquer que ce projet, on continue ou on l'arrête, indiquer que les résultats, aujourd'hui, ça fait trop de temps qu'on passe sur ce projet, qu'on arrête, ou alors que les résultats sont plutôt bons et qu'on continue. Tout ça, c'est du temps. Le temps passé à ces réunions, à ces prises de décision, tout ça, c'est du temps qu'on peut retenir. Alors, bien sûr, comme on parlait un petit peu tout à l'heure de l'implication à 100%, un directeur R&D, par exemple, ça va dépendre aussi de la structure, mais un directeur R&D ne peut pas être impliqué à 100% à uniquement aussi des activités purement techniques. Ça ne serait pas tout à fait cohérent. Donc, il faut faire attention, pareil, à l'application, mais nous, on considère, en tout cas chez ALMA, que tout ce qui est management de la R&D, implication dans la stratégie de R&D, c'est tout à fait valorisable. Une question qui concerne cette fois la partie charge patronale. On va y revenir dessus. C'est la mutuelle rendue obligatoire par la convention collective est-elle éligible? Alors, oui, puisque en fait, déjà dans le projet d'instruction, c'est quelque chose qui est prévu, donc oui. Et en plus, par rapport aux décisions de jurisprudence qu'on a de manière générale, aujourd'hui, et même dans les retours d'expérience qu'on a lors des contrôles, on constate qu'à partir du moment où une mutuelle qui est prévue par une convention collective ou un accord de branche, du coup, ça la rend obligatoire pour l'entreprise. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les accords d'entreprise. C'est-à-dire que là, l'administration considère que la mutuelle n'est pas rendue obligatoire par un accord d'entreprise. Mais oui, tout ce qui est convention collective, accord de branche, ça permet de justifier auprès de l'administration que cette composante est bien une cotisation sociale obligatoire éligible au CIR. Alors, deux autres questions qui nous avaient été envoyées au préalable. Lors de notre déclaration de résultat au 31 mars 2014, nous avons demandé le remboursement du CIR 2010. Et la personne précise, en déficit, nous ne payons pas d'IS. Notre CIR n'est toujours pas remboursé à ce jour. Nous avons d'ailleurs dû répondre à beaucoup de demandes de la part de l'administration. Est-ce un process normal? Alors, sur cette partie-là, je dirais que dans les faits, dans la réalité, ça ne devrait pas être un process normal, puisque le CIR doit être remboursé normalement rapidement à partir du moment où vous en avez fait la demande, sauf si l'administration a des griefs à faire valoir, auquel cas elle émettrait une proposition de rectification pour remettre en cause tout ou partie du montant du crédit d'impôt recherche. En revanche, dans la pratique et dans la réalité des choses, on se rend compte, nous, assez fréquemment, qu'effectivement, l'administration peut mettre du temps à analyser les dossiers de crédit d'impôt recherche, notamment dans le cas de demande de restitution immédiate, pour des problèmes, alors on ne sait pas lesquels exactement, mais ça peut être des problèmes de trésorerie, ça peut être des problèmes de difficulté d'analyser les dossiers parce qu'il y a beaucoup de dossiers et donc ils n'ont pas le temps de tout analyser. Cependant, je vous invite à vous rapprocher dans ce cadre-là de votre vérificateur, de l'administration, pour demander où en est votre dossier, pour demander s'ils ont tous les éléments en main, pour bien insister sur le fait que vous avez fait tout dans les temps, dans les règles et que vous attendez vraiment une réponse de leur part à ce sujet. Sachant que normalement le crédit d'impôt recherche 2010 est donc prescrit depuis le 31/12/2014 en termes de reprise de la part de l'administration. C'est-à-dire que normalement, si l'administration n'a pas émis de proposition de rectification sur ce crédit d'impôt recherche, et si vous l'aviez déclaré dans les temps, normalement, l'administration devrait normalement vous répondre dès maintenant et pas forcément émettre de rectification sur ce sujet. Pour autant, rapprochez-vous de ces personnes, n'hésitez pas à leur poser des questions et n'hésitez pas à vraiment insister pour avoir votre remboursement et savoir où en est votre dossier. Et du coup, juste pour compléter sur ces parties-là, il faut vraiment être proactif par rapport à l'administration, puisque l'administration, c'est ce que j'expliquais un peu dans le cadre des demandes un peu de restitution, des défauts un petit peu hors délai ou qui ne sont pas dans le cadre général. L'administration n'a pas vraiment normalement d'obligation de vous répondre. Néanmoins, normalement, elle a quand même un délai de 6 mois pour faire suite à votre réclamation. Donc si là, j'ai l'impression qu'on est quand même au-delà de ce délai-là, donc il faut absolument que vous sachiez pourquoi votre dossier est bloqué, surtout si vous avez des demandes complémentaires et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réponse. Il faut absolument que vous sachiez pourquoi votre dossier est bloqué, parce qu'au-delà de ce délai, en fait, normalement, c'est un rejet
tacite de votre réclamation. Et donc, c'est embêtant. Donc, il faut absolument que vous sachiez. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre contact directement avec l'administration et de les relancer. Dernière question, nous faisons, donc c'est un cas particulier, nous faisons du CIR et du C2I, donc crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. À ce titre, pour un client, nous facturons nos produits dont notre client va utiliser ses coûts pour son propre CIR. Question, devons-nous obligatoirement déduire nos ventes avec ce client de nos propres coûts de R&D? Et autre question, à valeur prix de vente ou à valeur de coût de production, nous demandons. Alors, c'est la problématique des organismes agréés. Donc, j'imagine que cette société-là, du coup, la société en question qui a posé la question est agréée au titre du crédit d'impôt recherche. Donc, effectivement, son client a tout à fait le droit de valoriser les factures de cette société dans le cadre de son propre CIR via l'agrément. Et suite aux modifications doctrinales du 4 avril, effectivement, la société donneuse d'ordre est obligée de déduire les factures de tout ce qui est prestations de recherche vendues de sa propre assiette de crédit d'impôt recherche. Et donc là, on parle bien de déduction des factures. En tout cas, c'est ce qui est prévu par l'administration. Du coup, vous devez déduire les montants facturés. Voilà. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu les modifications doctrinales, on considère que de ne pas appliquer cette méthodologie, ça serait prendre un risque assez important sur votre déclaration de crédit d'impôt recherche. Jusqu'à quelle date peut-on déclarer un projet de 2013? Alors, un projet réalisé au cours de l'année civile 2013 peut encore être déclaré aujourd'hui, mais attention, il ne doit pas être déclaré dans le cadre de la déclaration de CIR 2014, il doit être déclaré dans le cadre d'une déclaration de CIR 2013 par voie de réclamation contentieuse. Si vous avez déposé un CIR en 2013, ben vous faites par réclamation contentieuse une rectification de ce CIR en déposant un nouveau feuillet avec un courrier à l'administration lui expliquant ce que vous rajoutez dans le CIR et pourquoi vous le rajoutez, et en documentant bien ce que vous rajoutez dans ce dossier, puisque forcément ça risque de poser des questions. Si vous n'aviez pas déclaré de CIR en 2013, vous avez toujours la faculté aujourd'hui de déposer une 2069 intégrant ces projets réalisés au cours de l'année 2013. Mais attention, une 2069 du CRU 2013, donc reprenez la 2069 qui était en vigueur à l'époque, et vous avez toujours la possibilité de le faire par voie de réclamation contentieuse. Mais par contre, pareil, il faut documenter le dossier parce que effectivement l'administration pourrait être amenée à vous poser des questions sur cette réclamation tardive. Allez, cette fois, c'est vraiment la dernière question. On vient de la recevoir il n'y a même pas 30 secondes. Les dépenses de sous-traitance immobilisées peuvent-elles être prises en compte? Le sous-traitant est agréé. Donc, tout ce qui est dépenses de sous-traitance, effectivement, à partir du moment où le sous-traitant est agréé, sont éligibles. Par contre, ce qu'on doit retenir dans l'assiette de dépenses du CIR, c'est la facture du sous-traitant en question, donc la facture hors taxe. Mais je dirais, peu importe que ces dépenses aient été immobilisées ou non. Donc ça avait fait l'objet d'une question à laquelle avait répondu Vincent Feltès à l'époque sur l'immobilisation des dépenses de R&D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traitement comptable en fait importe peu. Par contre, il faut éviter effectivement toute double valorisation, c'est-à-dire que dans le CIR, on prend donc les factures qui sont émises au cours de l'année civile concernée par votre déclaration de crédit d'impôt recherche, dans le cas où le sous-traitant est agréé. Par contre, on ne prend à aucun moment les dépenses immobilisées, du coup, qui seraient immobilisées sur plusieurs années. On retient uniquement la facture, et du coup, il n'y a aucun risque en fait de doublon. Merci à vous deux pour ces réponses. Si vous avez encore des questions, et je n'en doute pas pour cela, vous les envoyez à Karima Levarek à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Et si vous souhaitez par exemple recevoir la présentation diaporama, vous écrivez également à Karima pour pouvoir la recevoir. Prochain rendez-vous, prochain webinaire, le jeudi 12 mars à 10 h, crédit d'impôt recherche et contrôle fiscal, avec Delphine Gonzalez et Maître Éric Quentin, en partenariat avec le cabinet d'avocats Hoche. C'est la première partie. Et la deuxième partie, ce sera le mardi 24 mars, toujours à 10 h, avec Olivia Ferboreno d'Alma et toujours Maître Éric Quentin du cabinet Hoche. Donc deux parties pour ce webinaire contrôle fiscal. Et puis notez d'ores et déjà dans vos agendas le webinaire sur la justification scientifique du CIR le 2 avril, toujours à 10 h, avec Nathalie Wang et Sylvain Richer. Et enfin l'état de l'art du
crédit d'impôt recherche le 19 mai à 10h également avec Guillaume Lamarck et Delphine Chartigny. Pour tous ces webinaires, vous vous inscrivez gratuitement auprès de Karima Bebarek à l'adresse qui s'inscrit bien évidemment sur votre écran. Merci Aurélie et merci Émeric pour cette présentation. Et merci Karima pour l'organisation parfaite, comme toujours évidemment, de ces webinaires. On se donne donc rendez-vous le 12 mars prochain pour le crédit d'impôt recherche et le contrôle fiscal. Bonne fin de journée, à bientôt, merci de votre attention.